Une silhouette démoniaque en armure squelettique charge une boule de flamme géante pour la lancer sur l'homme qu'il combat. Il jure que c'est la fin pour son ennemi, l'homme nommé Léo. La boule de feu approche comme s'il allait être directement frappé par une météorite. Il active la magie de glace et l'utilise pour bloquer l'attaque. Il appelle la créature le roi démon Belphar. Il renforce sa magie de glace, créant un chemin de glace qui atteint et transperce le roi démon. Tandis que Belphar se désintègre lentement, il dit à Léo qu'il ne devrait pas croire que c'est fini. Puis il explose. Léo n'arrive pas à croire que c'est enfin terminé. Il ressent un soulagement qu'il n'y ait plus de menace. Il retourne au royaume, célébré par le peuple pour avoir apporté la paix au monde. Plus tard, il retourne à l'orphelinat Ténor, l'endroit où il est né et a grandi. Une petite fille avec un ours en peluche voit que Léo est sur le point de partir en chariot. Il dit à l'enfant qu'elle devrait l'attendre. Elle demande que quand il reviendra, il lui apprenne la magie. Plus tard, Léo arrive au château royal, où il est chaleureusement accueilli par le roi. Léo le salue ainsi que le prince Shark. La princesse Sarah apparaît aussi pour le rencontrer. Il lui baise la main pour la saluer formellement. Le roi dit à Léo que lorsqu'il a annoncé à Sarah qu'il viendrait au château, elle est arrivée immédiatement, faisant rougir la princesse de gêne. Léo demande au roi pourquoi il l'a convoqué. Le roi l'informe que le prince Shark a des informations sur une grotte où des monstres apparaissent. Cela choque Léo, qui pensait que les monstres disparaîtraient une fois le roi démon vaincu. Le roi veut qu'il enquête car des gens n'auraient pas réussi à revenir après y être entrés. Il pense que tant que c'est Léo qui y va, il n'y a plus rien à craindre. Léo considère que c'est son devoir d'accomplir cette tâche, afin d'éliminer les menaces à la paix des gens. Il pense aux enfants de l'orphelinat et à la nécessité de le faire, surtout pour leur avenir. Il s'incline devant le roi et accepte la mission. Le roi veut aussi qu'il discute du mariage avec la princesse Sarah une fois la mission terminée, ce qui fait rougir Sarah. Léo rit, mais au fond, il ne prend pas le roi au sérieux là-dessus. Il l'invite à passer la nuit au château pour qu'il puisse aller avec Shark à la grotte demain. Le lendemain, Shark retrouve Léo alors qu'il se prépare à partir à l'aventure. Shark lui tend la main et lui dit qu'il est honoré de travailler avec lui. Léo serre la main et dit qu'il ressent le même honneur. Shark lui montre l'entrée de la grotte et lui demande d'y aller. À l'intérieur de la grotte, il y a de grandes racines partout, et il descend d'une série de fosses apparemment sans fond. Léo ressent une étrange aura à travers elle, et il pense que cela pourrait avoir un rapport avec la disparition des gens. Au moment où il demande à Shark d'être prudent, le prince le poignarde dans le dos avec une épée qui transperce sa poitrine. Léo s'affaiblit à cause du poison. Il demande pourquoi il a fait ça. Le prince lui dit que c'est parce qu'il se rapproche trop de la princesse Sarah alors que c'est lui qui devrait l'épouser. Léo répond qu'il n'a aucun intérêt pour le pouvoir politique et fait juste de son mieux pour les enfants de l'orphelinat. Shark rit fort. Il lui dit que les enfants ne sont plus en vie et lui montre un morceau cassé de l'ours en peluche de la petite fille comme preuve. Il révèle qu'il a mis le feu à l'orphelinat la nuit dernière, afin que personne ne perpétue sa volonté. En disant cela, il piétine le morceau d'ours en peluche. Il sourit cruellement en disant sarcastiquement à Léo qu'ils peuvent tous être heureux ensemble. Léo hurle de colère et tente de l'attaquer, mais Shark le pousse pour le faire tomber dans l'une des fosses. Tandis qu'il tombe, le prince le qualifie sarcastiquement de héros de la justice et le remercie pour tout son dur travail. Plus tard, Léo se réveille et découvre qu'il est vivant dans une flaque d'eau. Il se souvient du visage de Shark quand il l'a trahi. Cela le met tellement en colère qu'il frappe du poing et jure qu'il ne lui pardonnera jamais. Il se reconcentre sur la série de tunnels pour trouver une issue. Un squelette vivant d'une créature féroce s'approche de lui. Cela le surprend car c'est un monstre qu'il n'a jamais vu, mais il lui lance un sort de boule de feu. La créature est détruite suite à l'explosion. Soudain, une fenêtre graphique apparaît pour informer Léo qu'il est au milieu d'une quête secrète appelée Stratégie de passage infini et qu'il a accompli 1 pouce sur 1 million. Il essaie de toucher la fenêtre, mais sa main la traverse. Une autre bête squelette apparaît et il la détruit aussi avec la magie des flammes. La fenêtre l'informe ensuite qu'il en est à 2 sur 1 million. Il se demande si le nombre continuera d'augmenter à mesure qu'il vaincra plus de monstres. Pour l'instant, il oublie d'y penser au profit de la recherche de la sortie. Tandis qu'il avance, il trouve de multiples cadavres des personnes disparues. Cela lui fait réaliser qu'il peut mourir et qu'il doit sortir le plus vite possible. Les jours passent, Léo combat des monstres tout en cherchant une issue. 1 an plus tard, son statut a déjà atteint 10 000. Il croit que tout au long de ses batailles, ce qui le maintient sain d'esprit est sa pensée de vengeance contre Shark. Plus de temps s'est écoulé, et il a déjà atteint 100 000. Il a même appris une nouvelle magie avec un attribut qu'il ne connaissait pas. Son statut indique qu'il s'agit de magie d'attribut sombre. Continuant d'avancer, il utilise ce pouvoir sur les monstres. Il réalise qu'il pourra l'utiliser contre Shark un jour. 10 ans plus tard, Léo est toujours dans les sombres cavernes de la grotte. Avec son expérience accumulée en magie noire, il a terminé la quête secrète en obtenant 1 million sur 1 million. Le statut le félicite d'avoir terminé la quête secrète. Léo entend une voix le supplier de vaincre quelqu'un. Il demande qui ils sont. Soudain, il voit de la lumière provenant d'une porte qui s'ouvre devant lui. La luminosité à l'intérieur lui fait couvrir les yeux. Il se demande s'il pourra revenir à la surface une fois entré.
Soudain, il se réveille encore une fois dans une flaque d'eau. Il voit son visage dans le reflet, mais il ne le reconnaît pas. Il se lève pour regarder autour de lui et voit qu'il est au centre d'une fontaine, sur un campus moderne, avec un bâtiment devant lui. Il se demande où il est. Un groupe de 3 brutes en uniforme scolaire, comme Léo, le voit et l'appelle Kuro. Léo leur demande qui ils sont. Le chef des brutes est furieux qu'il pose des questions si étranges. Il attrape la tête de Léo et la plonge dans l'eau pour le noyer. Léo active la magie de l'eau, faisant exploser l'eau de la fontaine, ce qui projette le chef des brutes. Les brutes se demandent si c'est lui qui a fait ça. Le chef dit à ses hommes qu'ils peuvent l'oublier et partir. Pendant que Léo les regarde s'enfuir, il demande ce qui se passe. Il entend soudain une voix le féliciter d'avoir libéré autant de pouvoir malgré sa magie supprimée. Il voit que ça vient d'un orbe de lumière violet flottant. La lumière invite Léo à les suivre pour qu'il puisse parler correctement. Elle se dirige jusqu'au sommet d'un pont piéton. Une fois seule, la lumière se transforme en une petite fille flottante aux cheveux bleus et aux vêtements scintillants. La fille le serre dans ses bras et l'appelle son maître. Léo lui demande qui elle était, ce qui se passe. Elle se présente comme Luna, la messagère de la déesse. Elle précise qu'elle est le guide des morts, choquant Léo. Elle l'informe qu'il est en fait mort quand il était dans le trou, et qu'il est arrivé dans un monde différent du sien. Elle ajoute qu'il a pris possession du corps d'un garçon, grâce au pouvoir de la déesse. C'est tellement d'informations que Léo s'assied pour tout assimiler. Luna s'excuse de l'avoir submergé. Il lui demande pourquoi la déesse l'a transféré dans ce monde. Luna est sur le point de répondre, mais ils sont dérangés par l'apparition soudaine d'un portail vert. Luna y voit un timing parfait et exhorte Léo à la suivre à l'intérieur. Il entre et ça le transporte dans un désert rocheux. Un monstre qu'il reconnaît comme étant sous les ordres du roi démon Belphar le charge. C'est un monstre de type dinosaure nommé Grand Sauru, et il est formidable à cause de la puissante barrière magique autour de son corps. Léo se souvient qu'il lui a fallu 3 jours pour le vaincre auparavant. Luna l'informe qu'utiliser la magie rendra le combat facile. Il se rappelle qu'il s'agit de la magie d'attributs sombres qu'il a apprise dans la grotte. Alors que le monstre fonce sur lui, il active la magie sombre vers la barrière magique de la créature, la brisant en morceaux. Il déchaîne ensuite la griffe sombre, une attaque où des griffes géantes faites de lumière noire surgissent du sol et attaquent le monstre de toutes parts. La créature dépassée tombe inconsciente au sol. Luna encourage la victoire de son maître. Léo est choqué d'avoir autant de pouvoir en lui. Il retourne de l'autre côté du portail sur le pont, où Luna continue de le féliciter. Léo est furieux contre elle pour avoir omis tant de détails lorsqu'il est entré dans le portail. La fille s'excuse et lui dit qu'elle pensait que ce serait plus facile pour lui de comprendre en affrontant la bête de front. Léo y réfléchit et en déduit que le roi démon Belphar arrive dans ce monde. Luna dit qu'il a raison et que le portail est aussi apparu à cause du roi démon. Elle ajoute que laisser les portails ouverts signifierait que les monstres finiraient par détruire le monde. Léo réalise que la déesse l'a mis dans ce monde pour le protéger. Alors qu'il réfléchit à la raison de la venue de Belphar, il voit un verre à proximité avec un blason dessus. Il reconnaît le blason que le prince Shark a marqué sur sa main. Il se demande si cela signifie que Shark est aussi dans ce monde. Luna peut voir qu'il est furieux, son poing tremblant. Luna voit alors quelqu'un arriver et disparaît dans un souffle d'air. Une femme en uniforme de l'école le voit et lui demande un instant. La femme demande à Léo s'il a vu un portail apparaître. Luna parle à Léo par télépathie et lui conseille d'agir comme s'il ne savait rien. Il fait ce qu'elle dit et répond à la femme qu'il n'a rien vu. La femme le reconnaît alors et lui demande s'il est l'élève qui a eu des ennuis avec les délinquants plus tôt. Elle se sent coupable et s'incline pour s'excuser d'être arrivée trop tard pour les arrêter. Léo lui dit qu'elle n'a rien fait de mal et qu'elle ne devrait pas s'excuser pour quelque chose comme ça. Maintenant qu'elle est satisfaite qu'il n'y ait pas de portail aux alentours, elle décide de retourner au dortoir. Maintenant qu'ils sont à nouveau seuls, Luna réapparaît et exprime son étonnement que la fille ait pu sentir la présence du portail. Elle ressent une étincelle de romance comme si c'était une rencontre entre un garçon et une fille dans un jeu. Plus tard, Léo se dirige vers le dortoir étudiant. La porte de sa chambre est couverte de notes scotchées contenant des menaces ou des insultes agressives contre lui. Il regarde autour de lui dans le couloir et voit des gens ricaner avec de mauvaises intentions en le regardant. Léo entre. Luna apparaît et se plaint des gens qui ont écrit des choses si vulgaires sur sa porte. Léo peut dire que Kuro, le corps du garçon qu'il habite, a dû passer un sale quart d'heure. Il demande à Luna pourquoi l'école a le même blason que Shark portait et si cela signifie que le prince est aussi dans ce monde avec le roi démon. Luna dit qu'elle ne sait pas non plus car elle ne connaît pas tout du monde. Elle dit n'avoir jamais vu le prince lors de ses aperçus de ce monde. Léo regarde le drapeau avec le blason de Shark par sa fenêtre et il pense qu'il ne pourra jamais pardonner à ce type ni ce qu'il a fait. Le lendemain matin, Léo se réveille et prend des ciseaux pour se couper les cheveux, ce que Luna trouve être un look cool. Alors qu'il porte son uniforme scolaire, il dit à Luna qu'il agira comme Kuro toute la journée. Il marche dans les couloirs du campus tandis que les gens ne peuvent s'empêcher de le regarder avec sa nouvelle aura charismatique. Il apprend des discussions en classe que les espaces appelés portails ont commencé à apparaître il y a plusieurs années, et que les humains qui chassent les monstres des portails tout en extrayant de précieuses ressources sont appelés Seekers. Il y a tant de gens qui aspirent à devenir des Seekers, et il est à la Sacred Imperial Academy,
car c'est une école pour former des Seekers. En se promenant sur le campus, il voit que la femme qu'il a rencontrée hier s'entraîne à sa magie de l'élément glace sur le terrain. Il sait maintenant qu'elle est Zumi, la célèbre présidente du conseil des étudiants de l'académie. D'après sa planche cible, il peut dire qu'elle est vraiment douée en magie. Alors qu'il décide d'enquêter, les brutes d'hier l'affrontent. Le chef le menace, mais il n'a pas peur de lui. Alors le tyran devient furieux. Il accuse Léo d'être arrogant depuis hier. Le chef active alors la magie de la terre. Zumi apparaît et rappelle au tyran que l'utilisation de la magie sur le campus est interdite. Cela n'arrête pas le tyran, qui est sur le point de frapper Léo avec la pierre qu'il a invoquée. Léo contre avec une magie de l'attribut ténèbres, qui fait disparaître la pierre fonceuse comme un trou noir quand elle s'approche de lui. Le chef des brutes et Zumi sont tous les deux choqués. Comme si rien ne s'était passé, Léo s'éloigne. Plus tard, après les cours, Léo reçoit un mot des brutes lui disant d'aller sur le terrain d'entraînement. Luna lui conseille de l'ignorer, mais il dit qu'il ira pour réduire le nombre d'obstacles. Puisqu'il a décidé, Luna est impatiente de les rosser. Il se rend sur le terrain d'entraînement où les brutes l'attendent. Le chef le défie en duel singulier. Léo exige que s'il gagne, ils ne le dérangeront plus jamais. Le chef rit et se demande pourquoi il est si courageux alors qu'il était si faible avant. Léo s'impatiente et lui dit d'arrêter de parler et de se battre. Le tyran accepte, mais les deux sbires du chef chargent Léo avec leur magie élémentaire activée. Le chef lui dit qu'il a menti en disant que ce serait un contre un. Léo avait anticipé ce piège. Il lève les mains vers ses agresseurs, puis active la magie des ténèbres, qui les repousse comme une forte poussée. Le chef est choqué. Léo dit qu'il n'a aucune intention de tomber à nouveau dans un piège. Il rassemble aussi plus de magie noire, jurant avec fureur qu'il ne pardonnera jamais à quiconque utilise une telle tactique. Luna est impressionnée qu'il ait privé le gars de son mana. Le chef des brutes ne comprend pas quel type de magie il utilise, car elle ne semble appartenir à aucune des 4 catégories, eau, vent, feu ou terre. Il demande à Léo comment quelqu'un d'aussi inutile que lui peut utiliser une magie si puissante. Léo est irrité par le mot inutile, et son pouvoir ne fait que s'amplifier. Le tyran est tellement intimidé qu'il utilise la magie de la flamme contre lui. Léo est si rapide qu'il est derrière le tyran en un éclair. Il le frappe avec de l'énergie noire sur l'épaule, faisant perdre connaissance au tyran. Il est content d'avoir mis fin au conflit sans complication. Ils entendent soudain des sirènes partout. Une voix sur le campus alerte alors tout le monde d'évacuer car une porte de catégorie rouge s'est ouverte sur le terrain. Il répète que c'est le niveau de porte de catégorie la plus élevée. Zumi dit à tout le monde d'évacuer tout en leur disant qu'elle scellera la porte elle-même. Un membre du personnel lui rappelle que personne ne devrait s'occuper d'une porte de catégorie rouge. Zumi lui dit qu'elle se fiche des règles, car la laisser ouverte signifierait que les résidents voisins subiraient des dégâts. Elle rappelle aux membres du personnel qu'ils sont à l'académie pour gérer ce genre de situation. Elle déclare qu'elle scellera la porte. Pendant ce temps, la porte rouge déchaîne une armée de monstres loups à l'extérieur du campus. Les étudiants s'enfuient. Un étudiant attaque avec de la magie de la terre, mais le loup le brise juste avec ses crocs. Les loups le chargent, mais sont repoussés par la magie de la glace avant de pouvoir s'approcher. Il voit que c'est Zumi qui l'a sauvé. Elle dit aux étudiants de rejoindre rapidement leurs camarades. Zumi s'inquiète du fait qu'il y ait trop d'étudiants qui n'ont pas encore évacué et que la zone soit trop proche de la ville. Cela l'amène à la décision d'entrer dans la porte et de vaincre le boss à l'intérieur. Léo et Luna voient Zumi entrer dans la porte. Léo demande à la fille séductrice ce qu'il faut faire pour fermer une porte. Elle l'informe qu'il doit vaincre le monstre boss qui contrôle la porte. Cela pousse Léo à décider d'entrer. Luna le prévient que si sa magie noire est puissante, elle consomme aussi trop de mana. Léo lui dit qu'il ne peut ignorer une menace qui fera souffrir beaucoup de monde. Luna est émerveillée par sa gentillesse. Il fonce droit vers la porte sans hésitation. Pendant ce temps, Zumi se trouve dans une caverne de la porte, et elle a déjà vaincu de nombreux monstres loups avec sa capacité. Elle s'avoue que ce n'est pas facile d'abattre autant de monstres dans une catégorie rouge. Un serpent géant apparaît derrière elle. Elle regarde derrière mais sait qu'il est trop tard pour qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Léo utilise la magie noire pour faire apparaître des griffes géantes autour du serpent, le blessant de multiples directions. Zumi voit de loin que Léo est arrivé. Zumi reconnaît Léo comme Kuro et le remercie de l'avoir sauvé du serpent géant. Elle lui demande quel genre de magie il vient d'utiliser et pourquoi il est si puissant. Il lui dit d'oublier ça et de se concentrer sur la fermeture de la porte. Elle accepte et il continue d'avancer. Tandis qu'il marche, Zumi pense avoir entendu dire que Kuro n'a jamais gagné un simulacre de combat et qu'il est classé dernier. Cela la rend plus curieuse de savoir comment il peut utiliser une magie si puissante. Il rencontre d'autres loups, alors Zumi les noie avec de la magie de l'eau. Léo est impressionné que la meilleure étudiante de l'académie soit si forte. Un monstre rocheux géant à un œil apparaît alors. Léo esquive son coup de poing et contre-attaque en tirant un faisceau de magie noire directement sur son œil, ce qui fait désintégrer la créature. Zumi est impressionné qu'il ait visé le point faible du monstre d'un seul coup. Cela lui fait réaliser qu'il n'est pas seulement formidable grâce à sa magie unique, mais aussi parce qu'il a l'aura d'un mage vétéran qui se bat depuis des décennies. Il voit un chemin devant eux. Une fois le chemin traversé, un dragon géant apparaît.
Zumi le reconnaît comme le dragon de lave et qu'il est classé comme un monstre très dangereux dans les manuels. Léo la prévient que le dragon de lave attaquera continuellement avec des crachats de feu et des coups de queue à longue portée. Le dragon les attaque avec son souffle de feu. Ils évitent, mais Zumi voit la queue arriver sur elle. Elle évite à nouveau et lance des stalactites géantes sur le monstre. Elle s'évapore juste avant d'atteindre la créature. La femme est choquée qu'une technique censée être très efficace contre l'attribut feu ait été neutralisée ainsi. Léo utilise son attaque de griffe mortelle, mais le dragon l'évite avant qu'il ne puisse l'atteindre. Léo demande à Zumi si elle peut utiliser d'autres attributs que l'eau, et elle répond que oui. Il lui demande de ralentir le dragon avec sa magie. Elle dit qu'elle comprend et fait confiance à Léo pour le coup de grâce. Zumi active la magie du vent et bombarde le dragon avec une tornade. Léo voit que le dragon est incapable de bouger. Il invoque un essaim de papillons noirs avec sa magie noire et les envoie vers le dragon. D'un claquement de doigts, les papillons explosent comme une série de bombes. Quand la fumée se dissipe, il voit que le dragon a été abattu. Zumi le félicite. Ils se tapent le poing pour célébrer leur travail d'équipe. Ils sortent du portail, et il disparaît. Ils voient que les cadavres des monstres abattus disparaissent lentement. Ils entendent alors une voix crier sur Zumi. Un homme en costume apparaît pour la réprimander d'avoir ouvertement ignoré l'ordre de ne pas entrer dans le portail de catégorie rouge. Cet homme est le directeur de l'académie, Shido. Luna informe télépathiquement Léo que l'homme en colère est le directeur de l'académie et qu'il est réputé pour avoir fait fortune avec l'académie impériale sacrée. Léo réfléchit à la possibilité qu'un homme de sa stature puisse être lié à Shark. Zumi s'excuse auprès du directeur et donne l'excuse qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que des gens étaient en danger. Shido lui dit que son sens de la justice n'est pas une excuse, et que si elle avait échoué, l'académie en aurait été tenue responsable. Son manque d'appréciation irrite Léo, qui dit au directeur qu'il devrait mieux décrire son courage et sa détermination. Shido n'a aucune idée de qui il est et dit que les étrangers comme lui n'ont pas le droit de parler. Zumi répond qu'il n'est pas un étranger et qu'il est en fait celui qui a fermé le portail de catégorie rouge. Cela fait rire Shido, qui ne reconnaît Léo que comme Kuro, l'étudiant le moins bien classé de l'académie. Il accuse Zumi de faire une blague absurde, puis il monte dans la voiture et part en toute hâte. Léo pense qu'il doit enquêter sur Shido, qu'il ait des liens avec Shark ou non. Léo et Luna retournent dans leur chambre de dortoir. Luna est toujours furieuse que le directeur agisse de manière si arrogante. Léo y voit la preuve du peu de considération que les gens ont pour Kuro. Luna voit alors Léo lire un livre et lui demande ce qu'il fait. Il a le sentiment que la vie du garçon qu'il habite était mentalement épuisante. Le journal indique que Kuro était à sa limite psychologique depuis qu'il était allé à l'académie, espérant devenir un chercheur pour gagner de l'argent pour les frais médicaux de sa petite sœur, mais réalisant qu'il n'avait aucun talent pour la magie. Léo se souvient de toutes les notes menaçantes sur la porte du dortoir de Kuro et les relie aux mots du journal décrivant le garçon méprisé et opprimé. Le journal continue de brosser le portrait d'un garçon constamment intimidé par les étudiants chaque jour. Léo voit que les pages portent des traces de larmes dues aux pleurs constants de Kuro. Luna peut dire que Léo est devenu solennel après sa lecture. Il regarde la lune par la fenêtre et jure qu'il montrera à chacun ce qu'il mérite pour avoir fait vivre à Kuro une période si difficile. Pendant ce temps, Shido est dans son bureau, consultant le dossier de Kuro car il se sent insulté qu'un échec comme lui ait osé le critiquer. Il sourit à l'idée de pouvoir l'expulser à tout moment. Pendant ce temps, Zumi est sous la douche et réfléchit encore à la puissance de Léo, malgré le fait qu'il soit Kuro, l'étudiant le moins bien classé de l'académie. Cela la rend suspecte que quelque chose se passe. Le lendemain, le président du conseil des étudiants, Shuya, interrompt Léo alors qu'il marche dans les couloirs. Shuya lui dit qu'il a entendu dire que lui et Zumi avaient scellé le portail hier et l'accuse de profiter de la situation pour piller des ressources. Il exige qu'un homme sans aucune capacité comme lui cesse de causer des problèmes au président. Léo lui dit que sa seule intention était de sceller le portail. Shuya connaît son faible classement à l'académie et l'accuse donc de mentir. Zumi voit Léo et l'approche. Cela pousse Shuya à arrêter la conversation et à partir. Zumi demande à Léo ce que Shuya voulait de lui, mais il lui dit d'oublier et lui demande plutôt pourquoi elle le cherchait. Elle lui dit que le directeur l'a appelé. Tous deux se rendent au bureau du directeur, où Shido ordonne à Léo d'abandonner. Zumi défend Léo et demande au directeur pourquoi. Shido répond que c'est parce que Léo a le score pratique le plus bas de l'académie et n'a pas gagné une seule fausse bataille depuis qu'il s'est inscrit. Il jette son dossier par terre en déclarant que les étudiants sans talent comme lui n'ont pas d'avenir et que c'est sa façon de lui montrer de la pitié. Léo ramasse le papier et suggère qu'il annule l'ordre d'expulsion s'il prouve sa force en gagnant chaque fausse bataille prévue ce mois-ci. L'idée insulte Shido, mais il regarde le calendrier des fausses batailles et voit qu'il sera finalement confronté à Shuya et accepte son défi. Léo sourit et déclare que le pari est décidé. Léo retourne dans sa chambre de dortoir, où lui et Luna examinent ses fausses batailles prévues. Léo se souvient comment Zumi l'a exhorté à retirer le pari car il risque d'être expulsé s'il perd ne serait-ce qu'une seule fausse bataille. Elle craint que même lui puisse perdre une fois qu'il affrontera Shuya. Léo l'a remercié de s'inquiéter pour lui, mais considère tout cela comme un petit prix à payer pour que le directeur annule son ordre. Il lui a aussi déclaré qu'il montrerait à tout le monde que Kuro ne devait pas être malmené.
Luna se demande pourquoi il va même à l'école. Il répond qu'il doit rester pour pouvoir marcher sur la queue de Shark. Il continue de penser à la façon dont Shark et le directeur sont liés d'une manière ou d'une autre. Il voit une possibilité que Shark possède même le directeur. Luna ne pense pas que ce soit le cas, car elle peut sentir les êtres d'autres dimensions quand ils sont proches. Léo en tient compte et prévoit de fermer plus de portails tout en poursuivant Belphar et Shark. Luna montre de la tristesse, poussant Léo à lui demander ce qui ne va pas. Elle dit qu'elle se sent coupable de lui faire supporter un tel fardeau. Il répond qu'il lui est en fait reconnaissant, ce qui la surprend. Il explique qu'elle lui a donné une seconde chance de se venger de Shark et de vaincre Belphar. Il dit à Luna qu'elle n'a aucune raison de s'excuser. Cela fait sourire la jeune fille, heureuse que ce soit Léo qui ait été choisi pour cette mission. Léo se reconcentre sur le repos pour se préparer aux fausses batailles. Cela rend Luna excitée à cette idée. Elle pense à ses espoirs que les souhaits de Léo se réalisent. Le lendemain, les étudiants se rassemblent sur le terrain d'entraînement pour les simulations de combat. L'étudiant face à Léo est confiant de pouvoir le battre. La foule encourage l'adversaire de Léo et s'attend à ce qu'il gagne aussi. Léo soupire simplement face à cette sous-estimation. La simulation de combat commence, et l'adversaire déchaîne instantanément sa magie du vent sur Léo. Quand la fumée se dissipe, il voit que Léo a disparu. Il pense qu'il a exagéré, qu'il l'a sûrement fait s'envoler. Léo apparaît derrière lui et le bête avec de la magie de terre. L'arbitre le déclare vainqueur. La foule est choquée qu'il vienne de vaincre l'étudiant classé 23e. Zumi est dans la foule, souriant à cette victoire. Pendant ce temps, Shuya regarde aussi, observant sans réaction. Luna, en hauteur, commente que l'adversaire était tellement en dessous de Léo qu'il n'a même pas eu besoin d'utiliser la magie de la tribu Ténèbres. Elle est excitée de savoir que tout le monde découvrira la puissance de son maître. Encore et encore, Léo gagne ses matchs. Le directeur Shido est dans son bureau, furieux qu'il ait gagné. Il envisage l'idée que Léo ait vraiment fermé la porte rouge de catégorie, mais rejette ensuite cette pensée. Il entend alors frapper à la porte, alors il laisse la personne entrer. Shuya entre et demande pourquoi il l'a fait venir. Shido lui demande de combattre Léo de toutes ses forces lors de la simulation. Shuya dit qu'il ne peut pas imaginer perdre contre ce gars. Il lui dit qu'il a étudié toutes ses simulations de combat jusqu'à présent et réalise qu'il ne peut utiliser que la magie de la tribu Terre. Il en déduit que cela signifie qu'il n'a aucune chance contre lui. Shido sourit, satisfait de ne pas avoir à s'inquiéter. Shuya sort du bureau, se demandant pourquoi il est si prudent avec Léo. Quoi qu'il en soit, il ne voit toujours pas comment il pourrait perdre contre lui. Pendant ce temps, Léo a gagné un autre match. Cette fois, tout le monde parle de comment il est devenu si fort. Zumi lui tend une bouteille d'eau pour le soutenir. Shuya les voit parler et ça le met en colère. Plus tard, la bataille finale entre Léo et Shuya est sur le point de commencer, les deux adversaires se faisant face sur le ring. Shuya avertit Léo de ne pas s'enflammer juste parce qu'il a gagné toutes ses batailles jusqu'à présent. Il lui demande s'il compte le battre et Léo répond que oui. Shuya se sent insulté qu'il pense ça et déclare qu'il lui fera regretter d'avoir dit ça. Zumi, Shido et Léo sont sur le qui-vive. L'arbitre lance le match. Shuya charge sa magie en se demandant comment un simple élève de Baran comme Léo a pu soudainement s'éveiller. Il pense qu'il a dû planifier de cacher ses capacités et d'attirer l'attention en enchaînant les victoires, mais il trouve ça ridicule. Cela ne fait qu'augmenter son envie de lui arracher son masque. Shuya prépare la magie du vent de haut rang consistant à créer un arc et une flèche fait d'éclairs. Il tire plusieurs flèches de foudre. Léo réagit en créant un mur de terre que les flèches frappent. Shuya est choqué que son sort se soit activé assez vite pour bloquer ses flèches. La foule est tout aussi choquée. Shuya se calme et se rappelle qu'il ne peut faire que de la magie de terre. Il active la magie de l'attribut terre et fait pleuvoir des roches sur son adversaire. Léo comprend les repoussant avec une tornade. Shuya est choqué qu'il ait utilisé de la magie du vent. La foule devient folle. Il réalise ensuite qu'il vient d'utiliser la magie du vent et sont confus. Zumi explique qu'il est rare pour les sorciers d'avoir plusieurs attributs, car il faut déjà une vie entière pour maîtriser un seul attribut. Savoir cela ne fait qu'impressionner davantage Zumi. Shuya dit à Léo qu'il ne devrait pas pouvoir utiliser de magie à part celle de la terre. Léo répond qu'il méprise trop les gens. Bien qu'il soit doué en magie, son attitude a encore un long chemin à parcourir. Shuya répond que c'est lui qui s'emballe. Il partage qu'il ne reconnaît que les gens capables et qu'il ne reconnaît que Zumi dans toute l'école. Tandis qu'il charge sa prochaine attaque, il lui dit qu'il a tout fait pour se rapprocher de Zumi et devenir quelqu'un digne de se tenir à ses côtés. Il avertit son adversaire de ne pas croire une seconde qu'il est son égal. Le terrain brille de la puissance de Shuya. La foule sait que le vice-président est sur le point de déchaîner sa magie spéciale de l'attribut au de haut rang. Shuya crée de la glace sur le sol sous Léo et le piège au centre d'une tornade de blizzard qui le fige dans un mur de glace. Shuya anticipe qu'aucune magie du vent ou de la terre ne peut contrer ce mouvement. Une étincelle de feu s'allume dans la glace. Lentement, la glace se fissure. Elle explose ensuite, révélant que Léo est toujours debout. Shuya trouve ça impossible qu'il puisse utiliser 3 attributs. Léo lui dit qu'il n'est pas limité à seulement 3, puis crée un rocher de glace au-dessus de Shuya, et le brise pour que les morceaux pleuvent sur l'adversaire. Shuya subit l'avalanche d'attaques.
Quand ça se termine, son corps est déjà épuisé. Léo lui conseille de se concentrer sur ce qu'il doit accomplir. Il pense ensuite aux enfants de l'orphelinat et continue de dire à Shuya que même s'il accomplit tout ce qu'il a toujours voulu, il y a encore des choses qu'il ne peut pas atteindre. Il faut à Shuya chaque once de force pour demander qui il est, et il tombe au sol juste après. Léo continue en disant que même lui a des choses à faire. L'arbitre annonce que Léo est le vainqueur. Plus tard, Shido est dans son office, enragé que Léo ait gagné toutes les batailles, et il est révélé qu'il a 4 attributs. Il se souvient que Zumi lui avait dit que Léo était la raison pour laquelle ils avaient fermé la porte rouge de catégorie. Son orgueil ne peut pas lui faire accepter qu'elle disait la vérité. Il compose un numéro et porte son téléphone à l'oreille, jurant qu'il fera certainement expulser l'étudiant. Tandis qu'il dit cela, il est révélé qu'il a déchiré sa copie du dossier scolaire de Léo et qu'il le brûle avec son cigare usagé. Pendant ce temps, dans le dortoir, Léo est toujours affairé avec un carnet tandis que Luna dort déjà. Il réfléchit au fait qu'il a déjà résolu le problème du directeur qui essayait de l'expulser et qu'il doit passer à autre chose. Dans son carnet, il note ses missions, découvrir le lien de Shido avec le prince Shark, et en apprendre plus sur le roi démon Belphar. Il veut interroger Shido pour obtenir des informations, mais le directeur est actuellement en voyage d'affaires. Cela l'amène à sa première priorité, découvrir pourquoi les portails sont apparus. Il prévoit de sceller plus de portails pour faire sortir de leur cachette ceux qui sont liés à Belphar. Le lendemain, Léo est en classe. Un nouveau professeur apparaît. Le professeur écrit son nom, Hachi, au tableau tout en annonçant aux élèves qu'il a été nommé dans leur classe. Il semble si gentil et beau que les étudiantes ont le béguin pour lui. Léo, cependant, se méfie de lui. Plus tard, à la récréation, tous les élèves de la cafétéria parlent de Léo et de sa force lors des batailles simulées. Pendant ce temps, Léo est à sa table et mange seul. Zumi l'approche et lui demande si elle peut s'asseoir à sa table. Elle le félicite pour sa performance lors des batailles simulées. Elle le remercie également pour ce qu'il a fait pour Shio. Elle l'informe que ses conseils l'ont atteint. Elle ne peut pas pardonner au directeur et pense qu'il a agi de manière déraisonnable. Léo demande quel genre de personne est le directeur, alors elle lui dit qu'il était un ancien chercheur et qu'il aurait des liens louches. Léo se concentre sur le fait qu'il est réputé être louche. Les écrans de télévision alertent ensuite les étudiants que plusieurs portails sont apparus et qu'ils ont de la chance qu'ils aient tous été fermés rapidement. Léo est en état d'alerte. Il se souvient que Luna lui a dit que laisser les portails ouverts ferait que les monstres se déchaîneraient sur la planète. Il demande à Zumi d'enquêter sur quelque chose pour lui. La jeune fille est curieuse. Plus tard dans la nuit, Léo est dans une rue déserte. Luna lui rappelle qu'il a scellé les portails juste après leur apparition et dit qu'elle le trouve super cool de garder ça secret. Un portail de catégorie verte apparaît devant eux. Ils y entrent et découvrent qu'ils mènent à un monde rempli d'une forêt d'arbres. Léo tue de nombreux monstres en chemin. Ils arrivent à la zone la plus profonde de la forêt, mais ne trouvent aucun monstre ici. Quelque chose attrape soudain Luna et s'envole avec elle dans le ciel. Luna hurle, voyant que la créature est un humanoïde chauve-souris géant qui semble sur le point de la dévorer. Elle se débat en essayant de s'échapper. Léo active la magie de l'attribut sombre pour invoquer des griffes, et bien que la créature s'échappe en volant plus haut de l'arbre où elle était accrochée, il finit par la tuer sans blesser Luna. Luna est si reconnaissante qu'elle serre Léo dans une étreinte serrée. Il dit à Luna qu'il est si doué pour les embuscades maintenant qu'il peut activer des sorts rapidement par instinct. Luna est heureuse de voir que son maître n'a pas perdu la main. Le boss vaincu, ils sortent du portail. Luna est heureuse qu'il l'ait fermé avant qu'il ne puisse causer de dégâts. Soudain, des rochers tombent sur Léo, qu'il parvient à esquiver. Il lève les yeux et aperçoit une silhouette sur le toit d'un bâtiment. L'homme sur le toit porte une capuche et un masque pour cacher son identité. Il dit à Léo qu'il a hâte de le chasser. Léo se demande qui il est. Il exhorte Luna à se cacher pendant qu'il combat le type. Il demande à son agresseur qui il est et pourquoi il a attaqué. L'homme encapuchonné dit qu'il n'a aucune raison de répondre à ses questions et lui lance des boules de feu. Léo évite la pluie de feu, mais d'un geste de la main du lanceur, il courbe la trajectoire des boules de feu pour qu'elles suivent leur cible. L'homme mystérieux pense qu'il est fini. Léo active la magie de l'attribut sombre, qui crée une barrière bloquant les boules de feu. L'homme mystérieux n'a aucune idée du type de magie utilisée. Léo jure de ne pas le laisser s'échapper et active la griffe mortelle, qui invoque des griffes sombres qui entourent l'homme. L'homme esquive en sautant avant que les griffes ne le transpercent. Il est cependant poignardé au poignet droit. L'homme lance une grenade fumigène, ce qui couvre sa fuite. Plus tard dans le dortoir, Léo se demande si son agresseur est lié à quelqu'un de l'académie. Il jure d'attraper l'homme et de lui tirer toutes les informations possibles. Le lendemain, Léo est en plein cours. Il observe que l'écriture du professeur Hachi au tableau semble différente. Après le cours, Hachi l'approche et lui dit qu'il a entendu parler de lui comme de l'élève qui a fermé un portail de catégorie rouge. Léo lui dit que le directeur n'y a pas cru. Hachi répond qu'il le croit en raison de sa performance lors de ses batailles simulées. Il le félicite en lui disant à quel point il attend avec impatience ses futures performances. Quand Hachi s'en va, son visage prend secrètement une expression plus maléfique. Plus tard dans la nuit, l'homme mystérieux qui traque Léo le voit entrer dans un portail de catégorie verte tandis qu'il se cache dans un bâtiment abandonné voisin.
Il jure de se venger de Léo pour la blessure qu'il lui a infligée lors de leur dernière rencontre. Juste pour être sûr, il a sa radio prête. Quelques secondes plus tard, Léo sort du portail. Le harceleur est surpris qu'il ait réussi à nettoyer un portail de catégorie en si peu de temps. Il appuie sur sa radio et ordonne à ses hommes d'attaquer. De même, des hommes encapuchonnés et masqués apparaissent et encerclent Léo. Ils combinent leurs pouvoirs, plaçant Léo au centre d'une intense explosion. L'homme mystérieux en chef rit en le voyant détruit depuis sa cachette dans le bâtiment abandonné. Il dit à ses hommes via la radio de vérifier le corps de leur cible, juste au cas où. Il entend via la radio ses hommes crier de douleur. Il se demande comment il a pu survivre à l'explosion. Il se calme et se dit qu'au moins, il n'a toujours aucune idée de l'endroit où il se cache. Léo apparaît alors derrière lui. Léo lui révèle qu'il a un partenaire qu'il a chargé de vérifier les environs pour toute chose suspecte. Pendant ce temps, Luna se cache sous la forme d'une petite orbe de lumière dans le coin supérieur de la fenêtre, juste à l'extérieur. Léo déchaîne sa magie du vent, qui emporte la capuche et le masque de l'homme mystérieux. Comme il s'y attendait, c'est Hachi. Hachi demande comment il a su, alors Léo explique qu'il écrivait de la main droite au tableau en classe, mais qu'il a utilisé son bras gauche plus tôt aujourd'hui. Il explique qu'il a compris cela car son bras droit avait subi une grave blessure lors de leur dernier combat. Il se souvient avoir demandé à Zumi le passé du professeur et avoir appris qu'il était un ancien chercheur spécialisé dans la magie de feu à tête chercheuse qu'il a utilisé hier. Il demande à Hachi s'il a retrouvé sa détermination. Ayant découvert l'identité de son agresseur, Léo était maintenant déterminé à comprendre pourquoi il était ciblé. Pour une raison inconnue, Hachi sourit et se mit à rire hystériquement, le félicitant d'avoir découvert son identité. Malheureusement, il n'allait pas laisser un étudiant arrogant gagner contre lui et invoqua une énorme boule de flamme. Des roches en fusion tombaient du ciel, et le jeune homme n'avait aucune échappatoire alors que la terre brûlante l'entourait. Après tout, cette même puissance était assez forte pour massacrer des milliers de monstres, lui disant de brûler et de disparaître sans laisser de traces. Hachi projeta ses flammes en avant. Comme prévu, Léo tint bon, imperturbable. S'il s'agit de ce sort précis dont il parle, alors le jeune mage le connaît très bien. En le voyant lever la main et invoquer le feu dans ses paumes, le professeur réalisa ce qui se passait mais ne pouvait pas croire qu'il en était capable. Le sort d'attribut feu est lancé et une boule de feu identique, rougeoyante comme du cramoisi, est projetée en avant pour s'opposer au sort initial. La collision provoque une énorme explosion, et Hachi était toujours incrédule qu'il ait lancé le plus haut niveau de magie de feu. Léo le corrige, disant que de tels sorts ne sont au mieux que de la magie de rang intermédiaire. Le commentaire offense le chercheur qui est maintenant enragé et lui dit d'arrêter de dire des bêtises. Il avait auparavant parlé de tuer des milliers de monstres avec, mais maintenant son ennemi était quelqu'un qui avait tué des centaines de milliers de monstres seul. Il saisit le professeur arrogant par le cou et déchaîne sa magie noire en le soulevant vers le ciel. Hachi ne savait pas ce qui se passait, mais sentait le mana en lui être progressivement drainé. L'homme pouvait s'étouffer et se débattre, incapable de bouger son corps comme il le voulait. Léo avait également réussi cette mission, mais il y avait une autre chose à faire. Fixant ses agresseurs, il exige de savoir si c'est Shito qui a ordonné l'attaque. Bien que silencieux, ses yeux fuyants et sa bouche tremblante le confirment. Pris sur le fait, Hachi craque, insistant qu'on lui avait ordonné de se débarrasser de quiconque fermait les portes. Si tel était le but de son ennemi, cela signifie seulement que le directeur est vraiment du côté de Belphare. Mais alors pourquoi créerait-il une institution qui forme des sorciers? La seule chose certaine maintenant est que Shido était une pièce importante du puzzle. Malheureusement, même s'il livre Hachi, la cible fera comme si elle ne savait rien. Dans l'intention de le pousser dans ses retranchements, Léo capture et ligote le faux professeur pour l'instant. Si tout se passe comme prévu, il pourra démasquer le responsable de tout cela assez tôt. La nuit était pluvieuse, et une voiture s'engouffrait à travers les grilles d'un manoir royal. Malgré les éclairs déchaînés, une silhouette familière entra dans la maison. Là, il traversa les couloirs solitaires, ressentant déjà une étrange sensation due à l'atmosphère. Il y était souvent venu, mais Shito ne parvenait pas à s'y habituer. Invité à entrer, le directeur s'inclina poliment en annonçant son arrivée. Sans même se retourner pour le saluer, un homme buvait son vin et demanda un rapport. Heureusement, la situation actuelle est suffisamment favorable pour ne causer aucun problème. Interrogé sur d'autres changements, le directeur de l'école se souvient d'un élève qui l'intrigue. Il parle de Léo qui est soudainement devenu puissant, comme une personne complètement différente. De plus, le jeune homme semble maintenant utiliser les 4 capacités de nulle part. Entendant son patron soupirer, Shido assure qu'il n'y a rien à craindre, car il avait déjà envoyé quelqu'un pour s'en occuper. Intrigué, l'homme se leva soudainement, voulant en savoir plus sur cette histoire. L'éclair illumina le visage familier d'un être sinistre. Un étudiant qui était considéré comme le plus faible, commença soudainement à montrer un talent écrasant. Si tel est vraiment le cas, alors il pourrait bien être un facteur imprévisible. Encore une fois, Shito assure qu'il a déjà envoyé quelqu'un pour s'occuper de leurs problèmes. Le patron lui jeta alors un regard et demanda pourquoi cette personne ne l'avait pas encore contacté concernant le succès de la mission. Ramené à la réalité,
le directeur en doute mais passe un appel important. Ligoté est seul dans le bâtiment, le téléphone de Hachi sonnait sans cesse. Comme il ne répondait pas, Shido réalise finalement que sa cible a peut-être gagné la confrontation. À ce stade, il était facile de comprendre que l'assassinat avait dû échouer. Surpris par la situation inattendue, il essaie de trouver un moyen de la gérer. Le patron prend la parole en premier, disant qu'il reste une méthode parfaitement utilisable. Si la personne en question était vraiment un sorcier si incroyable, alors ils n'ont qu'à utiliser les étudiants faibles et vulnérables comme appât. Shido sourit, excité car il pourrait obtenir la permission de faire quelque chose d'agréable. On lui jette un anneau. C'est peut-être un peu tôt, mais ils doivent passer à la phase suivante de leur expérience. Souriant de plaisir, le directeur demande à ce qu'on le lui confie. Après tout, c'est la raison pour laquelle il a rassemblé et formé tant de sorciers à l'académie. Reprenant son siège, l'homme s'attendait avec plaisir à plusieurs développements intéressants. Il était enfin de nouveau de bonne humeur, et cela se produisait juste à temps pour la libération de la porte noire. Le lendemain, Shito appela Léo à son bureau et dit qu'il avait peut-être fait une erreur dans son évaluation. À ce titre, il souhaitait s'excuser pour cela ainsi que pour l'attitude impolie qu'il avait montrée jusqu'à présent. Son changement était peut-être soudain, mais le principal insiste sur le fait que ceux qui excellents doivent être reconnus. Le jeune homme doit être conscient que les portails apparaissent plus fréquemment. À ce titre, il veut qu'il accompagne Zumi et l'aide à fermer les portails. Cela impliquerait qu'il patrouille les zones concernées, alors Léo accepte immédiatement. Shido est ravi qu'il soit si prompt à comprendre et lui tend la main pour confier les choses au garçon qui accepte le geste et la responsabilité. Il savait que l'homme tramait quelque chose, mais il décide de jouer le jeu pour l'instant. Après tout, il a son propre plan et utilise secrètement sa magie noire pendant la poignée de main. Plus tard, il dit à Zumi que c'était un piège. À sa surprise, il dit avoir confirmé que le directeur avait ordonné à Hachi de l'attaquer. Les détails de ce qu'il sait et ne sait pas ne sont pas clairs, mais il est certain qu'il est ciblé. Malheureusement, il n'a pas pu refuser la demande plus tôt car ils ne peuvent pas laisser les portails sans surveillance. De plus, son plan est pour lui et lui seul, alors il va lui demander de renoncer à la patrouille. Zumi refuse la tentative de la repousser, refusant de fermer les yeux sur le mal qui se passe juste devant elle. Même Luna reconnaît qu'elle n'est pas du genre à céder, donc il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Ils se mettent en route dès que le soleil commence à se coucher. Il n'avait pas senti la présence de portails depuis longtemps, alors Léo a soudainement appelé sa partenaire, se demandant si elle n'avait pas peur des portails. Ce serait mentir de dire qu'elle n'avait pas peur, mais pour combattre ceux qui menacent le monde, elle était prête à surmonter cela. C'est aussi la raison pour laquelle elle a décidé de devenir magicienne. En entendant ces mots, l'ancien héros se souvient de la façon dont il agissait avant de partir vaincre le roi des démons. Il se tourne vers elle, plein d'intrigue. Zumi dit qu'elle aura aussi beaucoup plus de force pour combattre tant qu'il sera à ses côtés. À ce moment-là, un portail sombre et écrasant est apparu derrière elle, débordant d'une puissance qu'ils n'avaient jamais rencontrée auparavant. Tous deux sont surpris, surtout à cause de la couleur sans précédent, et ce moment de surprise tourne rapidement la situation. De la magie jaillit du portail et enveloppa rapidement la jeune femme de liens serrés. Ils ont essayé de lutter et de se retenir, mais elle était déjà aspirée à l'intérieur sans moyen de se défendre. Léo ne parvient pas à arriver à temps et ne peut que regarder alors qu'elle est emmenée dans une autre dimension. Le portail noir envoyait des vagues de pouvoir accablants et inquiétants, mais cela n'avait plus d'importance car il devait faire tout son possible pour sauver la vie de sa camarade. Pendant ce temps, Shido observait de loin, ravi de voir les événements se dérouler. La fille capturée, l'appât est placé, et il n'a plus qu'à attendre de voir comment la cible va réagir. Chaque partie du plan jusqu'à présent menait à l'apparition du portail noir. Le seigneur du portail est un monstre effrayant qui s'attaque à ceux qui possèdent de grandes quantités de mana. Cela dit, comment Léo allait-il se débrouiller face à un tel ennemi? Luna retient le grand sorcier, lui demandant d'attendre un instant. Elle sait que l'endroit devant eux est probablement plus dangereux qu'un portail de catégorie rouge. Le fait qu'il soit apparu à l'endroit où on leur avait dit de patrouiller est trop beau pour être vrai. En d'autres termes, il est fort probable que Shido l'ait mis en place avec l'intention de les piéger. C'est indéniablement dangereux, mais il n'était pas question qu'il laisse Zumi seul là-bas. À ce moment-là, Luna pointe du doigt, attirant son attention sur les monstres dragons sortant du portail. Des flèches de lumière ont jailli, les éliminant toutes d'un seul coup. À la surprise de Léo, il voit Shuya, haletant après avoir abattu les ennemis si rapidement. Il ne perd pas de temps et exige de savoir ce qui s'est passé soudainement. La vice-présidente s'est exclamée en apprenant que Zumi était seul à l'intérieur. Malheureusement, les monstres continuaient de jaillir, et il ne pouvait pas entrer sans s'en occuper d'abord. Shuya se porte volontaire pour s'occuper des choses à l'extérieur pendant qu'il sauve la présidente du conseil. Comprenant, la personne la plus apte à sauver leur camarade s'est excusée et a exprimé sa gratitude avant de se précipiter. Bien que frustré que ce ne soit pas lui, le vice laisse la tâche à l'étudiant prodige et continue d'encocher une autre flèche pour faire face aux monstres débordants. Pendant ce temps, Léo se retrouva dans une terre sombre et désolée. Ils n'ont pas le luxe de se soucier de l'environnement, alors les partenaires avancent.
Tous les ennemis qu'il rencontre sont en fait assez forts pour être considérés comme des boss dans d'autres portails. Heureusement, ce n'est pas un problème pour lui. Le grand sorcier utilise sa magie noire et conjure la faux de calamité du monde souterrain. Un dragon charge follement sur lui et est brutalement coupé en morceaux d'un grand coup de larme. Se préparant, il dit qu'il n'a pas de temps à perdre à les gérer méticuleusement. Ils feront place qu'ils le veuillent ou non. Shido observe tout cela se dérouler depuis le confort de sa salle de surveillance. L'étudiant aurait dû simplement s'enfuir, mais a plutôt choisi de sauter droit vers sa mort. Léo atteint finalement un immense escalier, qui doit mener à la partie la plus profonde du portail. Le voyage fut ardu et Luna s'inquiétait pour son partenaire. Il lui assure que tout ira bien, ayant déjà affronté des situations similaires seul dans les profondeurs de l'enfer. Incapable de le nier, le guide dit qu'il ne restait plus qu'à sauver Zumi. Reprenant sa résolution, il s'avança. Zumi a ouvert les yeux, hébété, et s'est retrouvé enveloppé dans les tentacules du monstre, étroitement ligoté et incapable de bouger. Son choc grandit en voyant le boss la fixer menaçant de derrière. Elle se débat et se tortille, mais se dégager de son emprise était tout simplement impossible. Pour aggraver les choses, elle sentait que quelque chose était drainé de son corps. Le nombre de victimes serait énorme si d'une manière ou d'une autre il parvenait à atteindre le monde extérieur. Même maintenant, elle s'inquiète et se demande si Léo a réussi à s'échapper sainement et sauf, mais parvient rapidement à sourire, certaine qu'il ne s'enfuirait pas. Dans ce cas, elle ne peut pas non plus abandonner et commence à lancer toute magie qui pourrait fonctionner. Cependant, le mana se rassemblant dans ses mains s'est instantanément éteint, refusant de s'activer. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que le monstre drainait son mana. Il rugit et ouvrit grand la bouche comme s'il était prêt à la dévorer complètement. Il n'y avait aucune chance que quelqu'un laisse cela arriver. Une fausse ombre transperça l'appendice qui enserrait la fille. Lancée en l'air, elle coupe complètement le tentacule. Zumi le voit enveloppé d'une magie familière et une voix immistakable s'excuse soudainement auprès d'elle, disant qu'il est arrivé en retard. Un faible sourire de soulagement se dessine sur son visage. Comme prévu, Léo était là pour la sauver, ne prenant même pas un instant pour penser à s'échapper seul. Shido fait son rapport à son patron avec un sourire. La conjuration du portail sombre fut un succès, et l'étudiant problématique était sûrement fini. Tout ce qui restait à faire était de laisser les deux devenir la subsistance du boss du portail. Zumi regarde son camarade de classe avec faiblesse, heureuse qu'il soit vraiment venu la sauver. Luna avertit Léo à propos des tentacules, qui absorbaient d'une manière ou d'une autre le mana de leur cible. C'est un monstre étrange, qu'il n'a même jamais vu dans l'autre monde. Cependant, il ne peut pas se laisser défaillir juste à cause d'un faisceau inconnu. L'ennemi fait le premier pas et lance une attaque directement sur lui. Il esquive juste à temps et voit le sol complètement ravagé par le coup. Ce serait fini pour lui s'il était touché. Ayant l'intention de viser le corps principal à la place, il active sa magie noire. La terre trembla, et en quelques secondes, des pics de pure magie jaillirent et empalèrent le boss. Luna le félicite avec enthousiasme, mais l'attaque n'a pas été aussi réussie qu'il y paraissait, et le corps principal était complètement indemne. Enragé, le monstre enfonça ses tentacules coupés profondément dans le sol. Alors qu'il se demandait ce qui se passait, sa partenaire lui dit de faire attention derrière lui. L'avertissement lui permet d'esquiver juste à temps, ne subissant qu'une petite blessure au visage. Zumi s'inquiète, mais il l'assure que ça va et que ce n'était pas un coup direct. Cela dit, c'est pénible car il n'a aucune idée de la façon dont le nouvel ennemi se déplace et attaque. Un autre tentacule a jailli du sol, mais il est trop rapide et le coupe aussitôt. Cependant, le monstre n'abandonne pas l'idée de le tuer, mais le mage ne se laisse pas faire non plus. Léo se bat sans arrêt depuis qu'il est entré dans le portail et doit manquer de mana. À en juger par l'état d'Azumi, elle n'en a plus beaucoup non plus. S'il essaie d'approcher le corps principal maintenant, il ne sera qu'une cible pour les tentacules drainant le mana. Alors que ses pensées s'emballaient, il parle d'une voix calme et assure que ce n'est pas un problème. Jetant la faux au sol, il dit qu'il entrera juste la prochaine fois et se lance droit sur l'ennemi. Zumi le regarde s'approcher à chaque seconde et il est bientôt à côté du corps principal. Comme Luna s'y attendait, son partenaire fut rapidement la cible d'une rafale d'attaque, mais il tint bon et activa sa magie noire pour tout dévorer. Utilisant les appendices comme un pont, il courut pour combler le fossé entre eux. Le boss essaie de riposter, mais Léo ne le laisserait pas faire. Il attaque à nouveau, libérant un barrage d'explosions, et arrive finalement à quelques centimètres de son œil. Vers la fin de la bataille, il lance le serment du vide et frappe le point faible de l'ennemi. Avec ce seul coup de poing, le boss s'effondre et son corps commence à se désintégrer rapidement. S'écroulant, Zumi est libéré de ses griffes et tombe du ciel. Léo saute pour la rattraper en plein air et atterrit parfaitement au sol avec une fille dans ses bras. Quand on lui demande si elle va bien, la présidente du conseil lui sourit tendrement et dit qu'elle est heureuse qu'il soit venu la sauver. Pendant ce temps, les alarmes retentissent dans la salle de surveillance de Chito, l'informant que le portail noir disparaissait. Comprenant ce que cela pouvait signifier, le directeur n'arrivait pas à y croire. Était-il vraiment possible pour Léo de vaincre le boss du portail? En dernier recours, il fouille ses poches à la recherche de la bague fournie par son employeur. Une énergie sombre émanait,
mais il l'a mise avec une expression folle. Équipé d'un ensemble complet, il jure d'éliminer l'étudiant de ses propres mains. Cependant, il semble que sa cible ait eu la même idée de s'occuper de lui directement. Chito se retourne et voit une silhouette enveloppée dans l'obscurité absolue. Léo apparaît, se téléportant directement dans sa chambre. Le ciblé était dans les attentes, mais Trénézumi dans ce désordre n'était que folie. Le directeur demande comment il l'a trouvé et atteint, mais le jeune homme enragé n'avait pas de mots pour une ordure irrécupérable et impardonnable comme lui. Shido est choqué et se demande comment l'étudiant est soudainement apparu devant lui. Léo a pu se téléporter là après avoir laissé une marque magique sur le corps de l'homme. En repensant à quand cela aurait pu arriver, il se souvient d'avoir eu une étrange sensation juste avant d'invoquer le portail. Le directeur serre les dents de colère, n'ayant jamais entendu parler d'une telle magie auparavant. C'était maintenant au tour du jeune homme de poser des questions, et ce qu'il voulait savoir d'abord est s'il est vraiment la personne qui a ouvert le portail noir. Cela dit, il est inutile de le nier, car les moniteurs derrière lui ont déjà confirmé les soupçons. Il a construit l'académie de magie pendant des années. Alors pourquoi faisait-il ça tout d'un coup? La question parvient à arracher un sourire sournois à Chito. Le but principal de l'institution était de servir d'appât. Pour lui, les étudiants ne sont rien de plus qu'une nourriture vivante pour les monstres du portail. Ne le cachant plus, il s'annonce fièrement comme l'homme qui a invoqué le portail noir. En semant le chaos, il peut acquérir un pouvoir inégalé. Entendant cette déclaration arrogante, Léo comprend qu'il avait l'intention de sacrifier Zumi avec tous les autres étudiants. Il savait que cet homme était une ordure, mais cette souillure dépassait de loin ses attentes. Sans perdre le sourire narquois sur son visage, Chito lui dit de dire ce qu'il veut et commence à conjurer des flammes de ses paumes. Se balançant en avant, l'ancien chercheur envoie plusieurs boules de feu sur le jeune homme, réchauffant la pièce avec leur brasier. Cependant, Léo ne s'y même pas face au sort, utilisant plutôt sa propre magie pour dévorer les flammes avant qu'elles n'atteignent. Chito resta là, figé sous le choc et incapable de comprendre comment le feu avait disparu sous ses yeux. C'est vraiment tout ce qu'il pouvait faire? Pour quelqu'un qui parle si fort, de si faibles étincelles ne brûleront même pas sa cible. Comme un chien, il fronça les sourcils et grogna de colère, mais était déjà à bout de souffle. Le directeur invoqua de nouveau le feu et était certain que ce sort allait le réduire en cendres. Lançant une explosion de flammes brûlantes vers l'avant, il dit à l'étudiant arrogant de mourir. Les flammes se séparent et viennent sur lui de différentes directions, mais Léo ouvre simplement ses paumes. Chito regarde avec confusion, ne sachant pas à quoi s'attendre cette fois. Une barrière violette de magie noire émerge, mais la lumière rebondit dessus contrairement aux autres sorts. Dès que les explosions de flammes frappent, elles sont renvoyées directement sur le lanceur. Le directeur est choqué par la contre-attaque inattendue et saute en arrière par pur instinct et réflexe. Il est projeté plus loin par l'explosion et émerge de la fumée avec des vêtements roussis et une peau fuligineuse. La situation était complètement incroyable, et il n'y avait aucune chance que cela se produise. Un étudiant, autrefois considéré comme le plus grand échec de l'académie, le battait maintenant comme s'il était un parfait amateur. Refusant de se laisser abattre si facilement, Chito rampe vers ses appareils, déterminé à semer le chaos en ouvrant plus de portails. Cependant, un faisceau aigu transperce sa main, l'arrêtant net. Alors qu'il hurle de douleur, Léo observe et comprend finalement que ces anneaux sont les déclencheurs des portails. Désespéré, le directeur essaie de parler et de négocier, mais ne put aller très loin dans la discussion car un point lui traverse la joue. Il est envoyé voler à travers la pièce et perd presque connaissance d'un seul coup. Le jeune homme n'en avait pas encore fini avec lui et le remet d'aplomb par le col de sa chemise. Il lui fut clairement dit que le pardon et la miséricorde n'étaient pas des options. Tout ce qui restait à faire pour le pion était de parler et de démasquer le véritable cerveau derrière tout cela. Alors qu'il était enfin sur le point de parler, une douleur aiguë frappe le cœur de Shido. Il tressaute et s'étouffe quelques instants, mais arrête bientôt de bouger et tombe mollement sur le sol. En regardant son corps au sol, Léo comprend que sa cible n'allait pas sortir de l'ombre si facilement. Toujours dans le confort de sa maison, le véritable boss dit qu'il a perdu un autre serviteur, mais que ce n'était pas grave. Le jeune mage a peut-être gagné cette bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Plus tard, Zumi reçoit un compte rendu de ce qui s'est passé après la fermeture du portail noir. Shido était acculé, mais s'est soudainement évanoui et n'avait aucun souvenir après s'être réveillé. Même s'il a été remis aux autorités, le cerveau derrière les portails était toujours en liberté et pourrait avoir d'autres sujets. Les chances que Shark soit impliqué dans toute l'affaire étaient élevées, et même Luna sait qu'ils ne peuvent pas baisser leur garde. Mélancolique et regardant au loin, Léo jure de faire payer un jour le prince traître. Ça devait être une nuit paisible, mais Léo a été assailli par des cauchemars douloureux de sa bataille contre le roi démon de l'ancien monde. Il se souvient même des enfants de l'orphelinat, qui avaient hâte d'apprendre la magie avec lui. Enfin, il se souvient du sourire de Shark quand ils ont accepté de travailler ensemble, et comment il a souri de la même manière en annonçant qu'il avait massacré tous les orphelins. Le vieil héros se réveilla en sursaut, se calmant après ses cauchemars incessants. Il regarde dehors et voit l'insigne familier sur le drapeau. Depuis que Shido a été enfermé, son soupçon d'un plus grand cerveau n'a fait que se confirmer. Vu les signes,
il est certain que Shark observait de près. Se préparant pour une autre journée d'école, Léo dit au prince d'attendre, car il a l'intention de lui infliger sa punition plus tôt que tard. Le soleil brillait sur l'académie, et tandis que les élèves vaquaient à leurs occupations habituelles, les têtes se tournaient alors qu'un homme élégamment vêtu traversait les couloirs. Il semble que ce soit le nouveau directeur. Il arrivait ce jour-là, et Léo était sûr de le rencontrer bientôt. Cela dit, il doit tout découvrir sur ce nouvel arrivant. Grâce à la famille de Zumi, elle l'a déjà rencontré quelques fois enfant. Son nom est Cole et c'est un ancien instructeur du corps d'élite des mages. L'homme est plutôt aguerri au combat et a fermé pas mal de portails lui-même. C'est très bien, mais il n'avait aucune idée de qui il était vraiment et devait encore en apprendre davantage sur lui. Frappant à la porte, Zumi entre dans le bureau du directeur et s'excuse de l'intrusion. Les attendant déjà, Cole se tourne vers les étudiants et, avec une attitude étonnamment joyeuse, les accueille à bras ouverts. Léo est sidéré par cette attitude inattendue, mais parvient à échanger des salutations. L'homme leur adresse un grand sourire en les accueillant de nouveau. Même Luna remarque son énergie excessivement joyeuse, alors il demande à Zumi s'il est toujours comme ça. On lui a déjà dit quelque chose sur le nouveau directeur, mais il peut maintenant confirmer qu'il a été envoyé par le corps spécialisé de mages, Sabre. C'est une unité d'élite destinée à gérer les ouvertures de portails et à protéger les gens des catastrophes. Après avoir obtenu leur diplôme de l'académie, beaucoup rejoindront le corps, mais seuls quelques-uns seront appelés par Sabre. Encore une fois, se mettant en avant, Cole dit que cela prouve seulement ses références et ses compétences, car il occupe personnellement une position solide au sein de l'organisation. En le voyant rire fièrement, Léo réalise qu'il est aussi un homme plutôt vaniteux. Zumi remet les choses sur les rails et lui rappelle qu'il a quelque chose à dire au garçon. Le directeur devient soudain très sérieux et évoque comment le monde et ses habitants sont constamment menacés par les portails. C'est une connaissance standard pour les étudiants. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Sabre manque désespérément de jeunes et forts combattants. Jusqu'à récemment, la ville était assez sûre car l'association gérait très bien les portails. Mais cela a changé avec l'incident d'il y a quelques jours, qui fut l'apparition impensable d'un portail noir. Depuis l'ouverture de cette menace de classe supérieure, le corps d'élite ne pouvait plus ignorer la ville, ce qui est aussi la principale raison de la mission de Cole. Tous les dirigeants de Sabre ont convenu que les portails noirs sont bien plus mortels que les rouges auxquels ils sont habitués. Si ces démons devaient percer leur monde, des centaines de milliers d'innocents pourraient mourir. De plus, le danger dans la ville a généralement augmenté aussi, mais l'organisation manque toujours de personnel. Pour s'attaquer à ce problème, il veut demander l'aide du jeune homme. C'est évidemment parce que Léo a réussi à aider Zumi à sceller le portail. Cole a déjà lu le rapport sur ce qui s'est passé dans l'autre dimension, et l'enquête de suivi a indiqué que même les plus forts de Sabre n'avaient pas le pouvoir de faire ce qu'ils ont fait. Pour cette raison, il se tourne vers l'étudiant, peu importe son jeune âge, pour un ciel clair et la protection des innocents. Ils ont besoin qu'il prête sa force. Léo prend sa main tendue, acceptant la requête avec plaisir et sans hésitation. Zumi était sur le point d'expliquer que le garçon avait tout fait seul, mais des sirènes retentirent sans cesse, les alertant de la présence d'un portail rouge près de l'académie. Ils se tournèrent vers le directeur et attendirent ses ordres. En souriant, Cole dit que c'est l'occasion parfaite de voir leurs compétences par lui-même. Le président du conseil hésite à y aller sans préparation, mais Léo était sûr qu'il pouvait gérer ça. Il dit au directeur d'attendre leur retour en toute sécurité et s'en va pour accomplir leur première mission. Assez vite, ils se retrouvèrent face au portail rouge déchaîné. Alors qu'ils s'apprêtaient à entrer, une voix familière transperça le vent hurlant, disant qu'ils s'attendaient à ce qu'ils soient là pour une raison. Shuya est arrivé et veut entrer dans le portail ensemble. Ils sont surpris par sa présence inattendue, mais il insiste sur le fait que travailler en groupe serait plus rapide. Ravi d'avoir un autre chercheur expérimenté à bord, Léo sourit et il passe le seuil pour commencer le scellement. En entrant, le groupe marque sa première fois à prendre d'assaut un portail ensemble. Utilisant cette catégorie rouge, Cole veut voir de quoi leurs pouvoirs sont capables. C'était similaire à l'ancien monde de Léo, où il avait gagné une confiance infinie et rassemblé plus d'alliés pour l'aider à combattre à ses côtés. Maintenant, coopérer avec les deux camarades de classe était également impératif pour leur future bataille. Cela dit, il ouvre la voie et commence l'assaut. Se précipitant à travers un tunnel sombre, éclairé seulement par des taches bioluminescentes, il voit des ennemis presque immédiatement. La zone était remplie de monstres de haut niveau qui tueraient des chercheurs moyens. Loin de cette démographie, le groupe décide de tous les anéantir. Zumi avance et vise d'abord les bêtes de type loup. Elle lance des lances de glace, qui foncent vers les cibles et les soumettent à un barrage de coups durs. Malheureusement, un ennemi parvient à passer et bondit sur la fille sans défense. Un faisceau de lumière violette a éclaté et a traversé le corps vulnérable de la bête. Léo sauve son camarade à temps, mais se retrouve aussi dans une situation difficile alors qu'un golem essaie de l'écraser. Agissant vite, il appelle Shuya et lui dit de viser directement ses yeux. Le vice-président était prêt et avait déjà encordé plusieurs flèches de lumière. Les lâchant, des éclairs jaillissent et traversent les points faibles du monstre. Il a crié et a reculé de douleur, mais leur souci n'était pas encore terminé avec tous les monstres chauves-souris qui volaient encore.
Toujours aussi confiant, Léo dit qu'il n'y a rien à craindre et rassemble sa magie noire en une boule dense entre ses paumes. Atteignant sa limite, il la lâche et la déclenche, envoyant une énorme onde de choc de pure magie à travers tout le périmètre. Le mana découpe les chauves-souris et, très vite, il n'y avait plus de monstre debout. Il loue l'impressionnante démonstration de pouvoir, tout comme on s'y attendait de sa part. Se sentant inefficace, les deux autres s'excusent de l'avoir fait les couvrir et même d'avoir réagi trop lentement. Léo est conscient de l'importance de ce moment et assure à ses camarades qu'ils ont fait un excellent travail. Cela dit, ils ne peuvent s'empêcher de poser des questions sur le sort qu'il vient d'utiliser pour vaincre les ennemis. En plus d'être un attribut inconnu de l'homme ordinaire, il détenait aussi une grande puissance. Cela ne ressemble pas du tout à de la magie ordinaire. Shuya se tourne vers Zumi et se demande si elle est au courant, et on lui répond qu'elle l'a vu à plusieurs reprises. Elle a aussi voulu poser des questions à ce sujet, mais n'a jamais eu la chance parfaite. Avec ça, Lin révèle enfin la vérité sur sa magie d'attribut sombre. Ils sont visiblement confus, mais comme ils n'ont pas de temps à perdre, il explique brièvement que c'est un pouvoir en dehors des 4 éléments principaux. Il l'a caché pendant les batailles simulées, surtout parce que trop de gens l'auraient vu. Quoi qu'il en soit, la priorité était d'abattre le boss, donc il devait continuer à avancer. Zumi reste silencieuse, mais reconnaît l'entraînement qu'il a dû suivre pour atteindre un tel niveau. Elle a tant de questions à son sujet, mais elle préférerait qu'il les lui dise lui-même. Par conséquent, elle se sent arrogante de penser qu'elle est digne d'une telle connaissance. Après avoir marché un moment, il rencontre un monstre colossal, qui était sans aucun doute le boss de la porte. Dans l'ancien monde, le dragon de cristal causait des problèmes avec son armure exceptionnellement dure. Sachant quoi faire, Léo demande à ses camarades d'attaquer les jambes de l'ennemi par derrière. Les deux hochent la tête et se mettent immédiatement au travail. L'utilisateur de l'attribut sombre charge seul et comble l'écart avec l'ennemi en un instant. Suivant ses instructions, les membres du conseil lancent ensemble des sorts de glace. Leur puissance combinée agit rapidement, gelant les pattes du dragon sur place. Avec ça, Léo était libre de sauter et de viser directement sans craindre de rater. Il invoque sa faux noire et, comme la faucheuse de la mort, plonge et abat sa lame sur le cou du monstre. Tranchée sans aucune résistance, la tête du dragon tombe au sol. Elle était faite de pur cristal, et les deux n'arrivaient pas à croire qu'il l'avait tranchée d'un seul coup. Telle est la puissance de la magie noire, insurmontable et toujours incroyable. Cole attendait juste devant la porte, il se retourne et est surpris de voir les étudiants revenir si tôt. Après les salutations, il est ravi qu'ils aient dépassé toutes ses attentes. Il s'est aussi occupé des monstres qui s'étaient échappés, mais ils n'ont posé aucun problème. Bien que la présence de Shuya ait été inattendue, il est content que tout se soit bien passé. La mission de scellement de la Porte Rouge fut finalement un succès, un résultat magnifique pour des étudiants de l'académie. Ensuite, Léo s'adresse au directeur et dit qu'il a quelque chose à proposer. Il était certain qu'il devrait réagir plus vite aux portes émergentes à l'avenir. Ainsi, tous les trois ont décidé de former un clan officiel et voudraient la responsabilité et la juridiction officielle pour sceller ces portes. Un clan de seulement 3 personnes pour sceller des portes était du jamais vu. Mais si Sabre manquait de personnel, Léo est sûr qu'ils peuvent faire la différence en équipe. Cole y réfléchit sincèrement un instant. Il n'y a pas de précédent pour une telle situation, mais ils sont peut-être assez forts pour y arriver. Amusé et intrigué, il donne son approbation et leur dit de faire ce qu'ils veulent. Le directeur promet même d'utiliser son autorité pour compter leurs exploits dans leurs notes. Une fois tout réglé, le trio sourit et marque leur premier jour en tant que clan. Ils se regroupent plus tard et se rassemblent autour d'une petite tablette montrant une carte des portes scellées par Léo. En la fixant, il espère y trouver une sorte de schéma. Les deux ne pouvaient pas imaginer la quantité alors qu'il dit qu'il a tout fait seul. Il y avait des rumeurs sur quelqu'un qui conquérait les portes, mais il n'avait pas réalisé que c'était lui depuis le début. Aussi impressionnant que cela soit, c'est bien trop imprudent de continuer comme ça, et Luna est d'accord. Heureusement, ils travaillent maintenant dans un seul clan et sont là pour s'entraider. Il a souri en accord, et la messagère de la déesse aussi en le voyant faire confiance aux autres à nouveau. Avec les portes qui apparaissent si souvent, le problème en dehors des monstres est le mana qui s'échappe. Léo en a entendu parler pour la première fois par Luna après être arrivé dans ce nouveau monde. Sous son influence, certains pouvoirs magiques peuvent s'éveiller et c'est aussi la source des capacités. Cependant, pour ceux qui manquent des dons nécessaires, il agit comme un poison mortel pour le corps. En d'autres termes, ils doivent empêcher qu'il ne s'échappe trop et ne mette le public en danger. Ils doivent couper les risques à la racine. La nuit arrive assez vite, et le clan nouvellement formé commence sa patrouille. En faisant le tour pendant un moment, ils tombent sur un groupe de personnel sabre, qui patrouille comme eux. Cela semble correspondre à ce que Cole a dit sur l'organisation qui augmente la surveillance dans la zone. Ils ne purent s'empêcher de regarder les mages, supposément une élite au-dessus des autres. Léo appelle ses camarades distraits et dit que c'est enfin apparu. Quelques instants plus tard, les mages de sabre reçoivent aussi une alerte de leur radio et sont rapidement informés de l'ouverture d'une porte rouge à seulement 5 km au sud-ouest. Confirmant l'emplacement, toutes les unités se sont immédiatement déplacées. Cela ne faisait pas si longtemps, mais la ville était déjà enflammée en plein chaos. La porte est en pleine puissance,
et il y a toujours des civils en danger à proximité. Une enfant trébuche et échappe à l'emprise de sa mère. Cette erreur momentanée au milieu du chaos fut mortelle, alors qu'un monstre loup bondit pour dévorer immédiatement l'enfant vulnérable. Juste à ce moment-là, Léo lance sa magie et élimine immédiatement la bête, sauvant la fille et la laissant retrouver sa mère en toute sécurité. Il le remercie abondamment, mais il est juste content d'avoir pu les aider à temps. Il semble que Sabre arrivait aussi, alors le petit clan décide de les laisser gérer l'extérieur pendant qu'ils se dirigent vers la porte. En les regardant avancer, la fille qu'ils venaient de sauver ne pouvait s'empêcher de les regarder avec émerveillement. Les mages font de leur mieux et éliminent régulièrement les monstres tout en évacuant les civils. Cependant, il n'y en avait pas de fin, alors l'unité était sur le point d'appeler une équipe de raid. Léo s'avança, confirmant leur identité et présentant leur groupe comme un groupe d'étudiants opérant sous l'approbation du directeur Cole. Il semble que Sabre ait entendu parler d'eux par leur instructeur et par quelques rumeurs. Pour l'instant, il parle du rapport sur la situation actuelle. Une équipe de raid était entrée dans la porte, mais il venait de perdre le contact avec eux. Un membre soutient que la situation ne semblait pas normale et pense que quelque chose de grave s'est produit. Ils ne pouvaient pas non plus envoyer d'équipe de sauvetage car ils étaient trop occupés à gérer les monstres qui s'échappaient. Évacuer les civils est leur priorité absolue, et leurs camarades à l'intérieur sont entrés en connaissance de ce risque. Le trio échange des regards et des hochements de tête complices. Prenant les devants, Léo leur a demandé de contenir le débordement pendant que leur clan gérait la situation à l'intérieur. L'homme était incrédule, arguant que c'était trop risqué pour un groupe d'étudiants, mais les jeunes ignoraient ses paroles et marchaient déjà vers la porte. À ce moment-là, Cole est également arrivé, disant à son subordonné qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour eux. Ce sont des jeunes avec un vaste potentiel, mais plus que d'être des mages exceptionnels et talentueux, ils possèdent une immense détermination et un vrai sens du devoir. À l'intérieur, le groupe se retrouve dans un marécage avec un épais brouillard, obscurcissant immédiatement la majeure partie de leur vision. Quoi qu'il en soit, ils savent ce qu'ils doivent faire quoi qu'il arrive. Comme c'était leur premier raid officiel en tant que clan, ils avaient l'intention de tout donner. Se précipitant profondément dans la porte, les étudiants voient un groupe de monstres tomber et se demandent s'ils ont été éliminés par l'escouade disparue. Si même l'unité d'élite a été prise au dépourvu, ils ne peuvent qu'espérer qu'ils sont encore en vie. Pour l'instant, ils doivent faire tout ce qu'il faut, peu importe à quel point le boss est horrible. Zumi est sûr qu'ils peuvent y arriver grâce à la magie noire de Léo. Mais s'ils s'appuient toujours sur le jeune mage, à quoi bon former un clan? Les deux camarades ont refusé de prendre plus de retard et ont juré de prouver leur force en les rattrapant un jour ou l'autre. Heureusement, l'équipe disparue était toujours en vie, mais ils étaient en plein combat contre un ennemi puissant. Ils concentrent des boules de feu dans leurs paumes et les lancent sur la cible, mais son corps visqueux forme une barrière dense qui bloque complètement l'attaque. Le capitaine le maudit de frustration. Un membre blessé leur dit de l'abandonner, mais le capitaine, distrait, lui répond que c'est absurde. L'homme remarque tardivement l'ennemi attaqué. Ses tentacules rapides foncent sur eux, et l'équipe fait de son mieux pour lever un bouclier à temps. Malheureusement, ils n'y arrivent pas à temps, et presque tout le monde reçoit un coup direct qui les projette au loin. Le seul épargné est le jeune chercheur, celui qui était blessé et qui leur disait de partir. Sachant que ses camarades le couvraient, il commence à s'en vouloir. N'ayant aucune patience pour l'apitoiement, le boss frappe et le vise cette fois, mais un certain groupe n'allait pas laisser ça se produire. Des sorts magiques fusent, coupant et faisant exploser les tentacules. L'attention de tous se tourne vers le trio, qui confirme qu'ils sont l'équipe disparue de Sabre. À en juger par leur équipement, le capitaine devine qu'ils doivent être des étudiants. Pendant ce temps, Zumi étudiait déjà la constitution du boss et comment le vaincre. Elle appelle Shuya, et ils décident de détruire son noyau ensemble. À son signal, ils chargent pour attaquer, mais Léo remarque qu'une partie de la vase éparpillée à proximité commence soudainement à bouger. Réalisant ce qui allait arriver, il essaie d'avertir Zumi, mais c'est trop tard, l'ennemi attaque déjà depuis son angle mort. Elle réussit à protéger son visage, mais sacrifie son bras. De même, Shuya essaie d'aider et ne remarque pas le danger qui se glisse par derrière. Il tombe à genoux, son pied s'étant collé au sol de manière inattendue. Complètement sans défense, le boss se jette sur eux et vise leur tête. Il était enfin temps pour Léo d'intervenir. Avec son sort d'abîme magique, il pulvérise la créature et sauve instantanément ses camarades. Son assaut continue, brisant même le corps épais de la vase. Rapidement, le noyau est exposé à l'air libre et devient une cible facile, les membres de Sabre étant surpris par ce qui se passe. Refusant catégoriquement que quiconque touche ses compagnons, Léo invoque sa faux. Il saute au-dessus du noyau exposé du boss et, plongeant en un instant, tranche le point faible avec une létalité immense. Ainsi, la bataille est terminée et le boss de la Porte Rouge est vaincu. Les membres de Sabre les regardent, bouche bée d'admiration et de stupéfaction, tandis que les autres membres du clan ne peuvent que sourire, résignés. Plus tard, ils sont formellement présentés à l'équipe à l'extérieur. Grâce à eux, toute l'équipe d'assaut a été sauvée sans aucune blessure mortelle. Les étudiants sourient et disent qu'ils ont simplement fait ce qu'ils pouvaient. Cole rit avec fierté et raconte à quel point ces jeunes magiciens sont exceptionnels.
Même le capitaine doit admettre qu'il s'est trompé sur leur capacité à cause de leur âge. Sur ce, il appelle les membres de son escouade et leur dit de saluer et de rendre les plus grands honneurs au trio qui vient de les sauver. Alors qu'ils souriaient tous, les yeux de Zumi étaient bien plus tristes et pensifs que ceux des autres. Plus tard, Luna le félicite et le complimente pour l'incroyable travail accompli. Le plus important est que tout le monde à Sabre était en sécurité et les a même invités. C'était tellement important qu'ils ont même insisté pour que le jeune homme les rejoigne après l'obtention de son diplôme. Juste à ce moment, quelques coups rapides retentissent à sa porte. Luna disparaît et il se demande qui cela pouvait bien être à cette heure tardive. Il ouvre la porte et est surpris de voir Zumi lui sourire avec des yeux tendres. Elle s'excuse de venir si tard, mais il s'inquiète simplement que quelque chose ne va pas. La jeune fille hésite et lui demande timidement de lui accorder un peu de temps. Zumi était venue si tard dans la nuit pour demander à Léo des leçons de magie personnalisées. Elle a trop compté sur ses camarades et ne veut pas continuer comme ça. Luna est légèrement déçue par la conversation sérieuse, mais le jeune homme comprend à quel point elle a dû se sentir faible plus tôt. Une partie de cela était inévitable, et ce dont elle a besoin maintenant, ce ne sont pas des mots de réconfort. Ainsi, il accepte humblement sa demande, si elle le juge digne de lui enseigner. Alors que la jeune fille le remercie abondamment, il ne peut s'empêcher d'admirer à quel point elle est directe. Ils ne perdent pas de temps et se dirigent directement vers le toit pour commencer. Quand une voix familière les interpelle, les réprimandant de prendre de l'avance seul, Shuya s'avance vers le clair de lune, voulant se joindre à leur session de tutorat. Zumi est surprise qu'il accepte des leçons, mais il insiste sur le fait qu'il ne veut pas prendre de retard. Heureusement, l'expérience précédente les a rendus tous deux désireux de devenir plus forts. Puisqu'ils font partie du même clan, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir de si grands écarts de puissance. Sur ce, le trio commence à s'entraîner ensemble. Ils commencent par une évaluation rapide. Ils ont tous deux une immense force magique et sont même capables de sorts avancés. Cependant, les deux doivent travailler dur et désapprendre certaines habitudes qu'ils ont développées. Par exemple, Zumi se laisse souvent emporter par l'attaque pendant les batailles. Elle se souvient du combat précédent où elle s'est précipitée sans consulter les autres. Parce qu'elle a tendance à se concentrer excessivement sur certaines choses, elle se laisse plusieurs angles morts. D'un autre côté, Shuya doit apprendre à anticiper les mouvements. C'est facile à dire, mais comment est-il censé faire ça exactement? Au moins pour l'instant, il devrait systématiquement imaginer le pire scénario et prendre Azumi comme exemple. S'attendait-il à ce que le monstre contre-attaque quand elle s'est jetée seule en avant? Il confirme qu'il a paniqué quand c'est arrivé et a réagi un peu trop tard. Les duels d'entraînement à l'académie sont beaucoup plus simples, mais les vraies batailles exigent une meilleure adaptabilité. En d'autres termes, ils doivent commencer calmement et rester bien conscients de leur environnement. Dans l'intention de les aider, il claque des doigts et invoque un pseudo-monstre loup grâce à son pouvoir. C'est une bête d'ombre inoffensive, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de la combattre comme une vraie. Les deux hochent la tête, comprenant, et s'entraînent rapidement à esquiver l'attaque initiale de l'ennemi. Cela dure assez longtemps et les copies augmentent même en nombre. À un moment donné, Léo décide d'arrêter pour la journée, car il s'entraîne depuis un bon moment. Shuya insiste que ce n'est rien et qu'il peut continuer. Heureusement, leur détermination atteint leurs camarades et entraîneurs. Zumi, en particulier, a un grand rôle qu'elle essaie de tenir. Elle vient d'une famille célèbre remplie de grands mages, et il y a en fait des histoires sur eux combattant en première ligne contre les portails. Sa tendance à foncer tête baissée dans la bataille découle probablement du devoir hérité de sa lignée. Léo se souvient de leur rencontre où elle a partagé que sa raison d'être mage était de protéger les gens. Il comprend son histoire maintenant, mais mélanger cela avec sa personnalité met trop de poids sur ses épaules. C'est aussi pourquoi Shuya jure de devenir plus fort et de la soutenir. Incapable de croiser le regard de son camarade, le vice s'excuse finalement pour l'incident du faux duel, et Léo ne peut s'empêcher de sourire à cette mauvaise tentative de cacher ses sentiments. Ceci dit, ils continuent de s'entraîner pour atteindre leurs objectifs individuels. Pendant ce temps, Cole les observe de l'intérieur du bâtiment, souriant à l'avenir de l'organisation. Un mois s'est écoulé, et le clan travaillait dur à l'intérieur d'un autre portail. Un énorme boss a levé sa hache, prêt à frapper. Après une longue période d'entraînement, le trio se déplaçait désormais comme une unité, Léo dirigeant leurs mouvements. Les deux ont attaqué son corps principal, tandis que le leader a sauté haut avec sa faux. Un coup fluide arrache les bras de l'être colossal, le laissant complètement sans défense. Cependant, les choses ne sont pas aussi faciles qu'ils s'y attendent, car il régénère instantanément ses membres. Il frappe à nouveau, écrasant le sol sous son poing, mais les deux parviennent à esquiver en sautant. Profitant de l'ouverture, ils chargent leur capacité. Shuya tire des flèches de foudre tandis que Zumi lance d'énormes pics de glace sur leur cible. Ils ont réussi à percer des trous à travers son corps gigantesque, le faisant tomber sans vie sur le sol. À ce stade, le groupe se déplace désormais ensemble sans que personne ne traîne. Pendant ce temps, le cerveau derrière les portails les observe avec une visibilité totale. Il rit des jeunes sorciers, apparemment considérés comme les héros de cette ère et de ce monde. Malheureusement pour eux, son expérience allait bientôt être terminée, et il ne pouvait qu'attendre avec impatience sa rencontre imminente avec Léo.
D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.